C'est qu'en fait, on avait une idée, on se disait on lance l'idée. Mais c'est la première fois qu'on sentait que le marché tirait. Et ce qui est une définition du product market fit. Mais c'est hyper important que le fondateur soit très proche du marché et fasse les premières ventes. Je pense qu'il faut aller le plus tôt possible aux États-Unis. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est très simple, qui est « Only is better than best ». L'autre sujet, c'est que les Américains, ils testent vite. En fait, ils te donnent ta chance assez facilement. Il y a un truc assez classique quand tu vends ta boîte, c'est que là, il y a une petite période de deuil, en fait. Bonjour à tous, c'est Salim Assad et bienvenue sur Scale to America, un podcast de Newfund. Ensemble, nous allons explorer les clés de la réussite des startups aux US. À chaque épisode, nous plongeons au cœur des expériences vécues par des fondateurs ambitieux qui ont osé franchir le pas pour étendre leurs activités aux États-Unis. Ils nous partagent sans filtre leur parcours et nous offrent des conseils précieux pour réussir à scaler aux US. Let's go. Bonjour Elliot. Bonjour Salim. Bienvenue sur le podcast de Scale to America. Ravi de te recevoir sur un échange qui, j'en suis sûr, sera très riche sur ton expérience américaine. Tu connais le contexte du podcast. On va essentiellement parler de ton expérience aux US, de ton expérience entrepreneuriale. Et on sera ravis de s'inspirer de tes bonnes pratiques et de tes bonnes méthodes pour tous ceux qui nous écoutent. Je propose de te laisser te présenter rapidement et ensuite, voilà, j'enchaînerai sur les différentes questions. J'en ai beaucoup pour toi sur cette expérience-là. Génial, merci pour l'invitation. J'ai écouté tous les épisodes passés du podcast, donc c'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. Pour me présenter, je m'appelle Elliot Reyac, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants. J'habite à Paris, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai cofondé ma première entreprise le lendemain de mon diplôme d'école de commerce. Cette entreprise, on l'a vendue en 2021, on en parlera à une société américaine. J'ai travaillé 2 ans pour eux. Et puis, dès le lendemain de la fin de période après-vente, j'ai lancé Formality. Oui, écoute, on verra qu'il y a des hauts et des bas en termes d'activité. Mais voilà, aujourd'hui, je suis le CEO de Formality et on pourra en parler également. Super. Je reviens rapidement avant de rentrer dans le sujet de ta première société, sur qu'est-ce qui t'a mené finalement à directement être entrepreneur à une époque où c'était absolument pas le cas. Je pense que si tu fais des statistiques sur ta promo, tu as été diplômé En 2009. en 2009. À ce moment-là, voilà, dans les grandes écoles de commerce, c'est M&A, conseil en stratégie. Et Oui. les entrepreneurs, en tout cas, il n'y a pas d'écosystème vraiment d'entrepreneurs. Donc, je pense Alors, que c'est assez rare. moi, j'ai fait des SEC en école de commerce, qui était une école qui avait quand même une ADN assez entrepreneuriale dans l'écosystème. Par exemple, c'était les premiers à avoir fait une junior entreprise. Il y avait déjà un petit incubateur dans les SEC qui permettait de donner des bureaux, de l'accompagnement, etc. Mon associé, mon cofondateur Pierre, lui, était diplômé de l'ESCP. Pareil, il commençait à y avoir des incubateurs. On a pu avoir des bureaux dans une pépinière, dans le 20e arrondissement. Donc, tu sentais que l'écosystème se mettait en place, mais tu as raison, c'était dans une promo peut-être 10% des élèves diplômés qui montaient une entreprise. La voie royale restait le conseil, les grandes banques, l'audit, etc. D'accord. Et toi, à ce moment-là, tu as un constat, ou en tout cas, voilà, tu as identifié un problème ou une problématique très forte. Tout ce que tu veux, c'est entreprendre, en fait. Tu comprends rapidement que le salariat, c'est pas pour toi. Enfin, tu es dans quel état d'esprit En fait, c'est mon associé Pierre qui est venu me chercher et c'est apparu comme une évidence. Pierre, je l'ai rencontré en stage en Roumanie. On travaillait tous les deux pour la Société Générale. On a passé 3 mois en commun et en fait, on a vu qu'on était super complémentaires. Moi, j'étais plutôt avec le bagou, le côté très extraverti, le côté plus commercial, business, on va dire. Et lui, hyper ingénieur, même s'il a fait une école de commerce. Tu vois, il avait mis en place tout un fichier Excel avec des macros VBA dans tous les sens pour analyser le portefeuille des investissements et qui était encore utilisé, je crois, 10 ans plus tard par les équipes. Donc, c'est quelqu'un de très brillant et on était très complémentaires. Pierre, il est venu me voir 3 mois après la fin du stage quand on était rentré à Paris. Je me rappelle, c'était une semaine avant Noël. Et il me dit, écoute, j'ai cette idée de boîte, je l'ai travaillée en projet d'études et je pense à toi. La première idée, c'était d'aider les gens à choisir leur vin en supermarché. Ça n'a rien à voir avec son affaire. Ensuite, je vais te parler des différents pivots. Mais il est venu me voir parce que moi, j'étais président de l'association d'œnologie de l'ESSEC à l'époque. Il savait que j'adorais le vin, que je connaissais un peu. Lui, il savait développer des sites web. Et là, on s'intéressait aux applications mobiles, qui était quelque chose de très naissant. On est en 2008 quand il vient me voir. L'iPhone est sorti en 2007, je crois. D'accord. Donc là, effectivement, on est en 2009 et vous décidez de créer
la société qui va s'appeler dans un premier temps Distribeo, Oui. qui plus tard s'appellera TVTY, mais on y reviendra, qui fera complètement autre chose de ce que vous aviez en tête au départ. Est-ce que tu peux nous parler, de ses débuts et ce qui est, voilà, de un peu la proposition de valeur et comment elle a évolué au fil des pivots? Et on reviendra après, enfin sur la suite sur TVTY. Oui. La toute première idée, donc je te le disais, c'était d'aider les gens à choisir leur vin au supermarché. En fait, en France, quand tu rentres dans un rayon vin au supermarché, c'est assez intimidant si tu es pas expert parce que, tu as, plein de régions, plein de vins différents, plein de prix. Comment savoir le vin qui va te plaire? Ça fait qu'une personne sur 4 qui rentre dans le rayon vin ressort les mains vides. Donc ils rentrent avec une intention d'achat, mais en fait, ils achètent pas. Donc nous, l'idée, c'était de dire: le smartphone peut devenir un peu ton conseiller de poche, pour t'aider à choisir ton vin. Et donc on a commencé à travailler cette idée, et assez vite, on s'est dit: «Bah, en fait, on va aller voir les supermarchés» et on est allé voir des enseignes de grande distribution pour leur vendre le concept en marque blanche. C'est-à-dire de faire des applications, à leur marque pour aider les gens à choisir leur vin. Ce qui était, intéressant, c'est que c'est une bonne école de vente d'aller négocier avec, des enseignes de grande distribution pour leur vendre de la technologie. Mais ça nous a permis d'avoir des premiers clients qui ont acheté le concept. Alors techniquement, avec le téléphone, on scannait le code barre des bouteilles de vin, pour avoir tout plein d'informations, sur le vigneron, sur la bouteille et sur est-ce que ça me plaît par rapport aux notes que j'ai déjà mis sur d'autres vins. En fait, c'était un peu un Vivino, Oui, c'est ça, Vivino, ouais, enfin c'est une le appli Vivino est cartonne né aujourd'hui. plus tard, mais c'était un peu un Vivino trop tôt, heu et orienté supermarché. On a quand même signé des premiers clients et ça nous a permis de lancer la boîte. La deuxième, le 1er pivot, en fait, et donc la deuxième vie de l'entreprise, c'est ce qu'on a appelé, Scanbox. Alors Scanbox, c'est qu'en fait, on avait maîtrisé cette technologie de scan, de code barre des produits en supermarché et on s'est dit: «Tiens, ce serait intéressant, de se servir de ça sur d'autres produits» et là, on a eu cette idée de faire des espèces de chasse au trésor en magasin où en fait, on proposait aux grandes marques, donc Coca, L'Oréal, Unilever et cetera, d'être sur l'application et de donner des points aux gens qui trouvaient leurs produits et qui le scannaient. Et en fait, les marques se sont emparées de ça comme un moyen de gamification, de faire découvrir leurs nouveautés. Et on a eu pas mal de succès pendant 2 ans sur Scanbox. On a eu jusqu'à 600 000 utilisateurs de l'application. On a travaillé avec des très grandes marques. Ça a plafonné un moment parce qu'en fait, la plupart des gens qui utilisaient cette application avaient un profil de ce qu'on appelle couponiste. Et donc, c'est-à-dire, c'était des gens qui faisaient un peu la chasse à la promo et c'était pas ce qui était le plus intéressant pour les marques. Mais entre-temps, on s'était dit, lançons Scanbox devant la télévision. Comme ça, on aura tout le cycle un peu publicitaire depuis quand je fais connaissance avec le produit jusqu'à le trouver en magasin. Et donc, on s'est dit, on va lancer un jeu sur les pubs télé et on va scanner les pubs télé. Donc là, on a développé une technologie de reconnaissance audio avec le téléphone, de fingerprinting pour ceux qui connaissent. Voilà, on a développé plein de choses à ce moment-là. On a lancé l'application, personne n'a joué avec. En fait, les gens avaient autre chose à faire que de jouer avec les publicités télé, ça ne les intéressait pas. Et tu vois que le point commun un peu de ces différentes aventures, c'est qu'en fait, on avait une idée, on se disait, on lance l'idée. On partait pas d'un problème à chaque fois. Mais par contre, on C'était savait. vous ce qui vous faisiez, Ouais, nous on se disait, tiens, ça serait chouette que ça existe. Ok, ben viens, on le fait. Il n'y avait pas d'études de marché. Il n'y avait pas d'études de marché, il n'y avait pas comment dire, d'études approfondies. Et donc, en fait, quand on a lancé, ça ne marchait pas. Les gens n'ont pas joué avec. Par contre, techniquement, ça fonctionnait très bien. C'est-à-dire que la technologie reconnaissait toutes les pubs qui passaient à la télé. Et ce qu'il avait fallu construire derrière, c'était en fait de la reconnaissance des flux télé. Donc, on avait créé une base de données des publicités qui passaient à la télé. Et en temps réel, on pouvait te dire, il y a la pub Coca-Cola sur TF1, il y a la pub L'Oréal sur France 2, il y a la pub Renault sur M6. Et cette techno-là, en fait, avait de la valeur. On l'a découvert parce qu'on a commencé à recevoir des coups de fil de gens de l'industrie publicitaire et qui nous ont dit: «Mais c'est quoi votre technologie là? Comment vous faites? Combien de gens?» Je me rappelle, une discussion avec quelqu'un qui: «Combien de gens vous avez qui regardent la télé pour, noter les choses?» Alors on a dit: «Bah non, non, on a tout automatisé, c'est de la détection, de signal audio, de la détection de signal vidéo», et en fait, on s'est rendu compte que ça avait de la valeur pour eux. et donc la techno fonctionnait comment? C'est-à-dire que quand il y a une pub Coca, en fonction de la voix, c'est-à-dire que si la personne mentionne Coca-Cola ou si, d'une certaine manière, il y a écrit Coca-Cola, vous a réussissez à dire, peut-être sans rentrer dans les détails, mais en gros, c'est voilà, c'est Alors, en fait, on faisait pas encore, c'était pas de la détection, comme ça. Nous, ce qu'on faisait, c'était de la détection, vidéo, donc des images. Donc tu as, 25 images par seconde, et en fait, au bout d'une douzaine d'images, on était capable de savoir que c'était la pub Coca, si le début était assez unique.
Donc ça, c'est le fingerprint vidéo et on renforçait ça avec du fingerprint audio où on regardait la bande audio. La première fois qu'une pub passait, notre plateforme nous disait: «Attention, il y a une nouvelle pub qui passe». Et là, on avait un processus où on taguait la nouvelle pub dans notre base de données manuellement. On avait une équipe, d'abord en France, puis ensuite on l'a fait à Madagascar. Et on avait une équipe en fait qui regardait toutes les nouvelles pubs et qui faisait un catalogue complet de ces pubs-là. Et ça, c'est absorbable, Eh bien, en tout cas, nous, on l'avait fait de manière, alors, à l'époque, on ne se rendait pas compte que ça avait de la valeur, mais en fait, on le faisait pour beaucoup, beaucoup moins cher, beaucoup mieux que, des entreprises dont c'était la spécialité. Et donc les sociétés publicitaires ont commencé à nous contacter à ce moment-là, donc là, on est en 2013, pour nous dire: «Mais, c'est quoi votre technologie? Est-ce que, je peux, l'utiliser pour mesurer l'impact de mes pubs télé et puis pour synchroniser des publicités sur internet avec les publicités télé?» Par exemple, pour diffuser des publicités vidéo type YouTube, Dailymotion, en même temps que ma pub passe à la télé, pour avoir une espèce d'effet de masse, tu vois? De carpet bombing un peu, et de toucher un maximum de gens en même temps. Et donc là, on s'est mis à explorer ça et c'est ça qui a donné naissance à TVTY. et à ce moment-là, sur le projet précédent en chiffre d'affaires, vous étiez quasiment, voilà, vous étiez encore au tout début. Vous vous Oui. rendez compte qu'il y a une forte demande et vous vous dites: «On y va». Je pense que là, on sent qu'il y a un appel du marché, on C'est la première fois qu'on sentait, que le marché tirait, alors qu'avant c'était nous qui poussions, comme des fous. Mais c'était une bonne école. Mais c'est la première fois qu'on sentait que le marché tirait et ce qui est une définition du product market fit. Donc là, à ce moment-là, on a décidé d'arrêter tout le reste et de se concentrer exclusivement, sur cette technologie et sur les usages de cette technologie. Et il y a eu 2 grands usages, 2 grands business à partir de là. Un business d'activation publicitaire, digitale à partir des pubs télé et un business, de mesure de l'impact des pubs télé. C'est-à-dire quand ma publicité passe à la télé, dans les 5 minutes qui suivent, combien de gens viennent sur mon site? Combien se renseignent, pour acheter une voiture, pour ouvrir un compte en banque, pour prendre une assurance? Et donc, quel est le retour investissement de chacune des pubs télé, une à une? Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. d'accord, et donc vous décidez de renommer, pour ce pivot, la société TVTY pour que ce soit beaucoup Tout à plus fait. clair en termes de proposition de valeur et en fait, très rapidement, vous décidez d'aller aux US, enfin sur un produit qui est un produit de retour sur investissement. Je pense qu'il y a pas mieux comme marché que d'aller travailler avec des Américains Oui. dont c'est l'essence, en termes de culture, le retour sur investissement. Est-ce que, vous êtes toujours, entre guillemets, enfin vous poussez pour aller aux US ou est-ce que vous avez un appel de la part des clients américains? Comment est-ce que vous décidez d'y aller, très rapidement? Même si ça paraît intuitif comme ça, puisque effectivement ça en termes de retour sur investissement, ça paraît être le meilleur choix pour eux. Alors, avant de lancer les US, on a d'abord, commencé à avoir un vrai business qui grossissait, en France. C'est à ce moment-là qu'on passe à peu près la barre du million, de chiffre d'affaires annuel. Uniquement avec des clients, français? Oui, client français et là, on ouvre le UK d'abord. Donc, on ouvre un bureau au UK, ce qui est une erreur selon moi, on aurait dû lancer les US tout de suite, mais on pourra en reparler ensuite. On ouvre un bureau au UK, pour, vendre la même chose. Nos clients, c'était les agences médias. Les agences médias, en gros, tu en as, 5-6 très grosses sur le marché. Donc les agences médias, concrètement, elles gèrent le budget publicitaire des annonceurs, des grands annonceurs. Donc, bah, tu as, Publicis avec, Vivaki, tu as Havas, tu as Omnicom et cetera. Voilà, tu as quelques grosses agences comme ça. Donc quand on travaillait avec ces agences-là en France, on avait la possibilité de demander des introductions, au contact au UK, au contact aux US et cetera. L'autre sujet, c'est qu'en fait, certains des annonceurs avec qui on travaillait étaient par nature très internationaux dans leurs campagnes et donc ils nous disaient: «OK, c'est bien, tu peux mesurer mes campagnes en France ou tu peux m'activer en France, mais moi j'ai des campagnes dans 15 pays européens, aux États-Unis et cetera». Donc assez vite, on a compris que l'expansion internationale allait être obligatoire. D'accord, et ça effectivement, on est en 2015 à peu près, et donc, vous décidez comment ça se passe concrètement? Vous décidez d'y aller, tu prends l'avion, tu commences à rencontrer tes clients, tu y vas avec des clients, enfin raconte-nous un petit peu le départ et comment ça se passe? Tu décides de recruter quelqu'un sur place? Comment ça se passe dans les premiers mois où tu décides d'y aller? Alors, on a fait une levée de fonds déjà en 2014 quand même pour financer. On avait fait une première levée en 2011, on a fait une deuxième levée en 2014. En 2011, on lève 1 million, 2014, 3,5 millions. Et ça, c'est pour lancer, les États-Unis. Donc ça fait partie, du plan, l'international dont les États-Unis. À partir de 2015, effectivement, je commence à faire beaucoup d'allers-retours, longs où je passe 1 mois sur place, pour vraiment avoir la possibilité de rencontrer, des clients potentiels, de discuter avec eux et cetera. Donc ça, c'est une phase que je dirais assez de discovery, ça, c'est les 6 premiers mois de 2015.
À partir de là, on pense qu'il y a un potentiel. On n'a pas encore de clients à ce moment-là, mais on pense qu'il y a un potentiel. On y va. Pour lancer les États-Unis, j'y vais pas seul. J'ai Mortaza qui vient avec moi. Mortaza, c'était quelqu'un qui avait travaillé dans plusieurs départements de TVTY et qui donc connaissait très bien l'intérieur de l'entreprise, les process, les personnes, l'équipe produit, etc. Et ça, je pense que c'est un point important, c'est que quand tu veux lancer les États-Unis, c'est bien ou d'autres pays, hein, mais c'est bien de prendre certains très très bons éléments que tu as en France et qui connaissent la maison mère et de les expatrier potentiellement avec toi. On part tous les deux, on ouvre le bureau à New York, on sous-loue un bureau à une start-up. Les 6 premiers mois de l'installation, donc on va dire de juin à décembre 2015, il se passe pas grand-chose. On signe pas encore de clients. En fait, là, on se rend compte que il faut qu'on revoie complètement notre manière de vendre, de présenter. Ce qui est intéressant, c'est de savoir enfin la question qui m'a interpellé, c'est, en fait, tu lèves 3 millions pour conquérir les US. En général, tu vas trouver beaucoup d'entrepreneurs qui te disent: «Il faut, 5, 10, 15 millions avant d'y aller». Tout coûte très cher. Dès que tu recrutes le moindre ingénieur, c'est 300 000 $. Pour aller chercher des clients, ça coûte extrêmement cher. Toi, est-ce que tu t'es posé cette question ou est-ce que tu t'es dit: «Bah, finalement, avec 3 millions, j'ai une proposition de valeur suffisamment différenciante pour aller craquer ce marché» et comment t'es arrivé au fur et à mesure, avec si peu, à aller attaquer un marché qui est beaucoup plus compétitif, beaucoup plus féroce, beaucoup plus, entre guillemets, dans lequel on donne moins sa chance à peut-être des nouveaux petits Français qui arrivent sur ce marché énorme? Oui. Alors, je pense déjà que ça dépend combien tu brûles dans ta maison mère. Là, à ce moment-là, on commence à avoir une entreprise. On doit faire 1,5 million, à peu près 2 millions de chiffre d'affaires, où tu as une trentaine de personnes. En fait, on brûle pas beaucoup en France. Donc finalement, ce trésor de guerre, il peut nous permettre d'être Vous êtes consacrés. plutôt rentable en France ou plus? On n'est pas encore rentable, mais voilà, je veux dire, oui, on brûle pas énormément. Donc quand on lève, bien sûr, on recreuse un petit peu, si tu veux, le cash burn, c'est-à-dire qu'on recrute en France, au UK notamment, on recrute pas mal, ce qui sera sans doute une erreur parce que finalement, je ferme quasiment le bureau UK 2 ans plus tard. Et aux États-Unis, le plan, c'était de dire de toute façon, Elliott, il a une dimension très commerciale. Mortaza, il a une dimension super opération qui va permettre de faire le customer success, etc. Donc déjà, à eux deux, ils doivent signer les premiers deals. Donc au début, je me dis pas, je vais investir énormément. Donc le budget, c'est prendre un appartement pour moi, pour Mortaza, c'est nos salaires sur place, les bureaux, et c'est tout. D'accord, donc tu te dis: «Les premières ventes, c'est moi». Est-ce que c'est Oui, une erreur par rapport à d'autres histoires de founders que j'ai vues, d'envoyer, en tout cas de chercher directement un general manager US? oui, Voilà. Toi, c'est tu toujours une erreur, toi, tu oui. penses que c'est Il faut pas être absolu, c'est peut-être pas à 100%, tu peux tomber sur la perle rare, mais je pense que, en fait, je vais te dire les apprentissages que j'ai eu moi sur place, mais c'est hyper important que le fondateur soit très proche du marché et fasse les premières ventes. Un des fondateurs, parce que, il faut comprendre la culture locale, il faut comprendre, comment, revoir tes présentations, comment revoir le produit. Il faut aussi avoir le poids nécessaire pour que les équipes produits qui sont en France, t'écoutent. Parce que moi, j'ai recruté aucun ingénieur aux États-Unis, hein, pas d'ingénieur, pas d'équipe produit. Tout le produit, toute la tech était en France. On a des super ingénieurs pour une fraction du prix de ce que ça coûte aux États-Unis. On a un support de l'État via la BPI, etc. Voilà, je trouve que c'est important d'avoir la tech et le produit en France et le business aux États-Unis. Mais il n'y a que moi qui pouvais avoir le poids nécessaire pour faire bouger les équipes en centrale. Parce que sinon, elles se disent, bah attends, ils nous disent, là, aux États-Unis, ça fait 0 $. Là, ici, on fait 1,5 million, 2 millions. On a tel gros client qui nous demande ça. Pourquoi est-ce qu'on prioriserait les demandes des États-Unis? et donc tes premiers clients, tu les signes comment au final? Alors, les premiers clients, en fait, ce qui est intéressant, donc je te dis un petit peu les différents apprentissages qu'on a eus aux États-Unis. Déjà, la première chose, c'est que je me rends compte que notre pitch et notre présentation est beaucoup trop longue et beaucoup trop technique. En fait, en France, on a quand même une culture d'ingénieur où on aime bien parler du produit, des features, etc. Aux États-Unis, c'est la valeur. C'est la valeur qui compte. Et donc, Combien ça me coûte? Combien ça me rapporte? voilà, mon deck, si tu veux, ma présentation, elle passe de 20 slides à 5 slides. Et les 5 slides, il y en a 4 sur la valeur et un slide sur la techno, un peu qui on est. Donc là, c'est un changement complet déjà de culture un peu commerciale. Là où l'acheteur français,
Il allait vraiment aller dans le détail, mais la techno, ça fonctionne comment? Explique-moi, être challenging, etc. L'acheteur américain, en fait, si ça délivre la valeur qu'il attend, les détails, c'est pas son problème. D'accord. Est-ce que ça veut dire que les cycles sont plus courts, fondamentalement, ou est-ce que en fait, Beaucoup plus court. Une fois que tu as craqué le bon discours, les cycles sont beaucoup plus courts. Mais pendant 6 mois, je fais 0 vente. Donc je revois mon deck, je comprends que le ROI est une clé ultra importante. Donc quand on parle de valeur, c'est vraiment combien pour 1 € investi, combien ça va me rapporter. La confiance, donc OK, montre-moi des cas de gens qui l'ont fait et où ça a marché. Donc en fait, on revoit complètement notre méthode de vente. L'autre point, c'est que je me rends compte très vite qu'en débarquant de France, on n'est pas beaucoup pris au sérieux. Tu vois, on n'est pas vu comme OK, c'est une nation tech hyper forte, etc. Donc, quand tu veux rencontrer des clients américains, il y a 5000 autres compétiteurs. C'est un peu Red Ocean, tu vois, il y a tout le monde qui se bat et c'est très très dur. Donc, moi, la façon dont je l'ai fait, c'est que déjà, je suis passé de 5 produits qu'on vendait à un produit. aux US? Ouais. En gros, j'ai complètement, j'ai fait le focus, quoi. Donc j'ai coupé toutes les branches qui étaient pas super ROI et je me suis concentré sur un seul produit qui était hyper ROI, qui était télé plus AdWords. Donc en gros, quand ma pub passe à la télé, je fais une campagne AdWords, donc sur Google, de liens sponsorisés, où mon lien sponsorisé, c'est exactement le message qu'il y avait dans la télé, ça redirige vers la bonne offre, et cetera. Et ça, je peux le faire sur mes pubs, mais je peux aussi le faire quand mon concurrent il passe en télé. Voilà, et je capte le trafic qui arrive sur AdWords. Donc là, je décide qu'on vende que ça. Donc ça, c'était un choix dur, hein, parce qu'en plus, c'était un produit qu'on vendait assez peu en France. Mais je comprends que le ROI est clé, et donc je fais le pari qu'on aille là-dessus. Je multiplie par 10 nos prix. Ce qu'on vendait 1000 par mois en France et en Europe. Donc tu vendais quasiment pas, en fait, sur ce produit-là? Oui, et qu'on vendait peu, je dis: «Il faut que ça soit vu comme un produit premium, de ROI fort et donc on va le vendre à 10 000 par mois». Donc là, ça te positionne tout de suite. Et le troisième, la chose qui nous a vraiment fait signer les premiers clients, c'est que je me dis: «Bon, bah, le search AdWords, c'est Google. Allons voir Google». Et donc plutôt que d'aller directement voir, les agences et les annonceurs, je suis allé voir les équipes Google qui étaient en charge de AdWords pour leur dire: «Regardez, avec notre technologie, vous allez avoir une nouvelle histoire à raconter à vos clients». Et le storytelling, c'est hyper important aux États-Unis. À ce moment-là, AdWords, c'est un produit qui a peut-être 15 ans, 20 ans, ils ont pas beaucoup de nouvelles histoires à raconter. Donc ils sont très excités, les équipes de Google par ce qu'on leur amène avec TVTY. Et donc là, en fait, je m'appuie sur les équipes de Google pour aller rencontrer les clients agences avec Google. D'accord. Et ça change tout parce que là, les portes, elles s'ouvrent. L'autre point grâce à ça, c'est que mon premier recrutement américain, je le fais comme ça. C'est-à-dire qu'une des personnes que je rencontre dans les équipes de Google, c'est Andrew. Andrew, il vient d'une startup qui a été rachetée par Google. Il a été mis dans cette équipe-là de search. Il s'embête un peu. Il a vraiment la mentalité startup. Il voit ce qu'on fait, je lui fais la démo et en plus, on avait une démo très visuelle. L'importance du visuel aussi, hein. On avait une démo très visuelle où tu voyais un écran, où tu avais toutes les chaînes de télé et en temps réel, tu voyais clignoter les écrans en vert quand il y avait une pub qui passait avec le nom de la pub, etc. Donc quelque chose avec un vrai effet waouh quand on le faisait en démo. Lui, il voit ça, le lendemain, il m'appelle. Il me dit: «Écoute, j'adore ton truc, on va le pousser auprès de notre agence. Par contre, moi, en fait, j'aimerais rejoindre ta boîte». Alors là, génial. Je me dis, ça vient valider un certain nombre de choses. Et je recrute Andrew qui s'avère être un super commercial et qui va beaucoup m'aider derrière à aller signer des clients parce que lui, il va vendre à ses anciens collègues de Google. Enfin, il va ouvrir les portes via ses anciens collègues de Google pour ensuite aller vendre aux Et agences. en termes de bon, là, c'est un cas assez exceptionnel parce qu'il a démontré son intérêt pour rejoindre la société, mais est-ce que tu es capable de t'aligner? Surtout que j'imagine qu'il y avait je sais pas s'il y avait des grosses prétentions salariales, mais les Américains qui sont, entre guillemets, «réputés» pour être plutôt mercenaires dans leur capacité à changer de boîte en boîte et aller chercher des salaires de plus en plus gros et d'avoir de l'equity. Comment est-ce que tu gères cette partie-là? Est-ce que tu es capable de payer, de lui donner suffisamment d'actions pour le motiver au fil des années? Comment ça se passe? Oui, bah, alors, il y a un point, effectivement, les commerciaux, ils sont très bien payés aux États-Unis, mais en général, 50 de leur salaire, c'est du variable. Donc la vraie chose que tu dois débourser, c'est le fixe. Donc déjà, ça vient un petit peu, parce qu'après le variable, moi, je suis ravi de faire des gros chèques. Bah oui. Et alors j'ai testé plusieurs modèles de variables, mais au final, ce qui marchait bien, c'est finalement d'avoir une espèce de pourcentage de ce qui est signé et de dire, en fait, tu vas toucher entre 10 et 15 du chiffre que tu génères.
Et par rapport à en France, on est aux alentours de En France, tu vas plutôt être entre 8 et 12 là où aux US, c'est peut-être plus 10 à 15. Après, moi, je connais des boîtes, qui ont pris des sales où ils leur, faisaient un salaire fixe hyper bas. Ils leur disaient: «Par contre, tu prends 25 ou 30 de ce que tu signes». Donc quand tu lances un marché, tu peux aussi être créatif, hein. Tu es pas obligé de rentrer dans les playbooks, qui existent. Donc avec Andrew, on se met d'accord effectivement assez facilement. C'est un budget important, mais finalement, au bout de 3 mois de ramp up, il commence enfin, assez vite, il ouvre des portes, mais il commence vraiment à générer du chiffre d'affaires. Et moi, je choisis assez vite aussi de me retirer un peu, de la vente, d'être derrière, plutôt dans les coulisses, pour que les Américains pensent que c'est une boîte américaine. ah oui, il commence à être, meilleur que toi sur ce créneau, sur la vente aux US et cetera, donc Alors, en fait, les sales américains, ils sont hyper bons en exécution une fois que tu leur donnes le bon playbook. Par contre, tu peux pas, et je fais des généralités, il y a sans doute des exceptions, mais c'est plus dur de leur demander de défricher un marché, de comprendre le bon go-to-market, d'adapter finement le discours, et cetera. Donc toi, tu dois être toujours, derrière, une fois que tu as créé le premier playbook en tant que CEO ou que fondeur, tu dois être toujours derrière pour, comprendre ça, et affiner. Et continuer à rencontrer les clients aussi en direct et avoir du feedback direct. Mais là, à ce moment-là, c'est Andrew qui se met à l'idée, la vente. Rapidement, on monte une équipe de 3-4 commerciaux américains et pour les clients, c'est une boîte américaine. Ils savent pas que c'est une boîte française. et avec du recul, finalement, est-ce que le product market fit que tu as eu en France t'a servi à atteindre ton product market fit aux US? Parce que de ce que j'entends et de ce que tu me dis, finalement, bah, tu vendais pas le même produit, pas au même prix. Ça a été une nouvelle boîte. Voilà, la question finale, c'est est-ce que tu regrettes pas d'être allé plus tôt? Parce qu'en fait, ton expérience en France ne t'a apporté que très peu d'apprentissage sur ton expérience américaine. Complètement, je pense qu'il faut aller le plus tôt possible aux États-Unis. Bien sûr, chaque, société est unique, il y a pas de playbook absolu et cetera. Mais pour revenir sur, l'erreur dont je parlais tout à l'heure, nous, on a lancé le UK avant les États-Unis et on n'a jamais réussi au UK. Et en fait, je vais aller plus loin. Je pense que c'est plus dur de réussir au UK que de réussir aux États-Unis. Je pense que c'est beaucoup plus dur de réussir en Allemagne que de réussir aux États-Unis. Mais par contre, l'espèce de dogme, qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est en train de changer, notamment grâce à des podcasts comme le tien. Mais le dogme qu'on a, c'est de se dire: «Bah, quand je vais à l'international, je vais à côté». Et donc en fait, on privilégie la proximité géographique, pour prioriser les pays dans lesquels on va se lancer. C'est absurde. En fait, c'est absurde dans un monde qui est maintenant, connecté, où tu peux faire tes visios, où, enfin, en fait, c'est absurde. La bonne priorisation devrait être en fonction de la taille de marché. Alors bon, moi, ce que je connais, c'est le software. Quand tu regardes le software, bah, les dépenses en IT dans le monde, 50 c'est aux États-Unis. Bon, donc c'est le plus gros marché. Tu as un marché unique, tu as une Le plus seule monnaie. compétitif aussi, mais au final, si tu as un vrai produit différenciant. Alors le fait qu'il soit compétitif, c'est un autre point et ça, c'est le point du focus. Et c'est pour ça que moi, j'ai coupé, les 4 produits, qu'on vendait pour dire: «On va en vendre un seul, on va faire simple, ROI», donc c'est le point du focus et c'est le point de la différenciation. Comment est-ce que tu es unique? Plutôt que de te battre en frontal contre tout le monde, comment est-ce que tu es unique? Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est très simple, qui est: «Only is better than best». Et cette phrase-là, elle est très puissante parce qu'en fait, ça te dit que plutôt que d'aller te battre en permanence pour essayer, d'être meilleur que les autres, tu dois être seul sur ton marché ou du moins perçu comme tellement différencié que ta proposition de valeur est unique. Et nous, c'était le cas sur Télé+ Search. On a eu quelques concurrents plus tard qui ont essayé de faire, mais on avait déjà de l'avance, à ce moment-là et finalement toute l'aventure américaine, on a fait quasiment que ça. On a essayé plus tard de lancer d'autres produits, on n'y est pas vraiment arrivé. Je reviens sur un point super intéressant que tu viens de mentionner, c'est sur le fait que les États-Unis sont plus faciles à pénétrer que typiquement l'Allemagne ou l'Angleterre. Est-ce qu'on peut revenir sur ces points-là, et d'expliquer un petit peu les grandes différences culturelles, entre ces pays européens voisins et les US? Pourquoi c'est aussi dur? Il y a l'exemple évidemment de la taille de marché, mais on peut considérer que sur certains business, l'Allemagne ou l'Angleterre soient suffisamment profonds pour créer de belles boîtes. Pourtant, c'est quand même beaucoup plus difficile, d'avoir du succès dans ces pays-là qu'aux US. Pourquoi en fait? Alors moi, je trouve que c'est, plus dur, je pense, que c'est une question, de culture. Moi, j'ai jamais vraiment réussi à vendre à des Anglais, par exemple. Je comprends pas. C'est-à-dire, je comprends pas ce qui se passe dans le meeting. C'est vraiment, il me dit: «It's interesting», je ressors en me disant: «C'est génial» et mon collègue anglais, il me dit: «Non, il a dit que c'était nul». Il dit: «C'est not bad», je me dis: «Bon, il est pas très enthousiaste». Mon collègue anglais me dit: «Là, il va acheter». Moi, je comprenais rien à ce qui se passait, en Angleterre. L'Allemagne, j'ai moins connu, donc je peux moins en parler. Mais si tu veux, quand tu arrives en tant que Frenchie en Angleterre ou en Allemagne, il y a un gros gap.
Aux États-Unis, il y a un gros gap culturel également, mais c'est une nation qui s'est construite, très fortement sur l'immigration. Moi, j'étais à New York, basé à New York. Si tu veux, tu as toutes les nationalités du monde. Tu as l'impression d'être un peu dans la capitale du monde à New York et quand tu rencontres, les gens, finalement, ta nationalité, ton origine compte assez peu. Ouais, il y a un langage des chiffres qui est universel, en fait. Voilà, what's in it for me? C'est quoi le ROI? Qu'est-ce que tu me proposes? Comment tu résous ça? L'autre sujet, c'est que les Américains, ils testent vite. En fait, ils te donnent ta chance assez facilement. C'est plus transactionnel. C'est-à-dire: «Attends, c'est simple. Moi, si, ta promesse, elle est tenue, on le teste, ça fonctionne, j'augmente les budgets, et cetera, jusqu'à ce que ça ne marche plus». Donc ça, c'est une culture que tu as beaucoup moins en France, que tu as beaucoup moins au UK ou en Allemagne. Il y a plus de méfiance. Donc c'est là que je dis que je pense qu'une fois que tu as le bon discours, que tu as compris les codes américains, donc le focus, la simplicité, le storytelling, le ROI, une fois que tu as compris tout ça et que tu as bien packagé, ton message, c'est beaucoup plus simple, selon moi, de lancer les États-Unis effectivement que le UK ou l'Allemagne. Et niveau recrutement, parce qu'en dehors d'Andrew, j'imagine que tu as recruté 2 personnes. Comment ça se passe, pour cibler les bons éléments? Parce que toi, tu es une petite boîte française, tu vas aller chercher ce qu'on appelle les A players, mais voilà, qui vont pas venir forcément chez toi. Oui. Heu, Comment tu fais pour que à la fois ça fonctionne et que ce soit intégré, je dirais, de manière, fluide, dans ta stratégie globale entre la France et les US? Parce que tu as 2 enjeux, recruter des bonnes personnes et que qu'ils puissent bien s'intégrer culturellement au niveau du groupe. Oui, complètement. Heu, pour moi, la solution, c'est de recruter des gens assez jeunes, en fait. Tu recrutes des gens assez jeunes qui sortent d'études, et que tu formes. Le point culturel, il est important. Tu leur demandes s'ils ont un passeport. Je sais plus la stat, mais je crois que c'est moins de la moitié des Américains qui ont un passeport. Tu leur demandes s'ils ont un passeport, s'ils ont voyagé. Tu peux jouer des atouts d'une boîte française. Un des exemples, c'est que nous, on donnait tout de suite 4 semaines de vacances. Alors 4 semaines de vacances, ça nous semble peut-être pas énorme, mais la base aux États-Unis, c'est 2 semaines. Nous, on leur disait tout de suite: «Tu 4 semaines», alors que normalement, par exemple, chez Google, je sais plus, il fallait tu commençais à 3 semaines, puis tu avais 4 semaines au bout de 2 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et donc c'était un vrai avantage et vu comme tel. Le sujet des valeurs culturelles, il était clé. Après, je pense qu'à l'époque, je faisais beaucoup d'erreurs de recrutement. Et là-dessus, depuis, j'ai progressé par l'expérience, à force de faire des erreurs. Et puis aussi, il y a de la théorie quand même. Il y a un livre qui s'appelle Who, qui est très bien pour, apprendre à recruter. En France, tu as La méthode pour recruter les meilleurs, écrit par, Antoine Fraise, qui est un peu l'équivalent. Moi, je pense qu'il faut apprendre, quoi. Il y a une vraie méthode derrière. Aux États-Unis, à chaque entretien, tu tombes amoureux. Ils sont exceptionnels à l'oral. Ils apprennent à pitcher depuis qu'ils ont 3 ans devant la classe en montrant leur doudou, en expliquant leur week-end. On peut pas compete. Et il y a une culture du storytelling, qui est, hyper poussée, donc tu peux pas te baser juste là-dessus. L'importance des tests dans les process, c'est capital partout, mais aux États-Unis, ça l'est encore plus. Et l'importance quand tu poses des questions de dire: «Mais qu'est-ce que tu as vraiment fait? Explique-moi». Parce que quand tu écoutes les gens, ils étaient CEO de la boîte. Voilà, «Qu'est-ce que tu as vraiment fait? Explique-moi le projet là, vas-y, pas à pas, explique-moi ce que tu as fait, comment tu as contribué, comment» voilà, vraiment aller sur du concret et derrière, faire des tests. Les tests, c'était tellement, un bon moyen de filtrer que petit à petit, on les a mis de plus en plus tôt dans le process jusqu'à dire: «En fait, on va les mettre au tout début». On envoyait un petit test Excel ou un petit test mais juste pour voir si la personne arrivait à le résoudre. Et donc toi, tu as la conviction forte qu'il y a des vraies méthodes qui augmentent significativement la probabilité d'avoir des bons profils plutôt que, je dirais certaines philosophies qui te disent: «Faut juste accepter de se tromper en fait», voilà. Ah, tu vas te tromper, tu vas te tromper. Un des types, par exemple, si tu veux recruter, une équipe commerciale, il faut pas recruter un sales, puis un autre 6 mois plus tard et cetera. Il faut en recruter 3 d'un coup. Tu fais par 3, par batch de 3. En général, dans ton batch de 3, tu en as au moins un qui sera bon sur le long terme. Ça crée un esprit un peu de cohorte et tu vois, de promo, entre eux. Tu les formes tous en même temps et tu peux les comparer, en fait. Tu vois très vite, là où ça marche pas. Parfois, ça se complète, hein. En fait, une de mes obsessions, moi, c'est de comprendre quels sont les super pouvoirs des gens dans les équipes pour être sûr qu'ils soient au bon endroit. Donc tu vas te tromper. Donc il faut accepter de te tromper. Et il faut quand tu te trompes par contre, te dire que quand il y a un doute, il y a pas de doute. Voilà, ça c'est un peu dur à dire. Fire fast, fire fast.
c'est dur ce qu'il y a derrière, parce que moi, je suis quelqu'un de très humain. Enfin, mais en fait, c'est aussi rendre service à la personne. Et en général, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. À chaque fois que je mettais quelqu'un sur un performance improvement plan, etc., en fait, tu repères 6 mois et tu te concentres énormément sur cette personne, alors que tu devrais te concentrer sur tes top players pour que leurs super pouvoirs deviennent encore plus forts. Donc oui, tu te tromperas. Les A players qui sont en place et tout, quand tu arrives, tu débarques, oublie en fait ça. Mais ça sert même à rien. Et puis, tu n'auras même peut-être pas l'argent pour les payer en fait. Donc moi, je pense que c'est pas mal de recruter plus jeunes et avec des Français dans l'équipe, au moins pour le côté support, pour le côté... tu vois, nous, par exemple, les équipes, il y avait les sales, il y avait le customer success, et après, plus tard, on a monté une équipe de account management pour accompagner les gros clients. Le customer success, c'était Mortaza au début qui le faisait parce que lui, il était ultra bon, ultra analytique, il faisait des études, etc. Il donnait un support en fait aux commerciaux qui était exceptionnel. Et de manière générale, ce que moi je vois, c'est que ça fait des bons binômes. Le français ou la française, un peu mentalité ingénieur, aussi qui peut faire 3 métiers en même temps, toucher à tout, etc. Et l'américain ultra spécialisé, qui va être une machine commerciale, tu vois, et dérouler. C'est des très bons binômes. Alors et niveau culture de boîte, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu mieux faire, avant de partir aux États-Unis? Je sais pas, commencer à parler en anglais. Je sais pas si tu y crois d'ailleurs à faire ça, mais commencer à parler en anglais, dans la boîte dès le début en France, avoir tous les mails et tous les process, et tous les workflows de la boîte en anglais, que ça change quelque chose ou en fait tant que tu y es pas, tu y es pas? Non, on avait fait ce switch, si tu veux, au moment d'ouvrir le UK, de commencer à, par défaut, tout mettre en anglais. Là, tu vois, sur Formality, ma boîte actuelle, aujourd'hui, il y a que des Français. Bon, on parle en français. En fait, je trouverais ça bizarre de parler, hein, oui, de forcer ça. Puis aujourd'hui, avec les LLM, en plus, tu vois, vu que tout est traduisible hyper facilement, que ça soit l'écrit ou même de la vidéo ou de l'oral, etc. Je pense qu'il y a moins de barrières là-dessus. Donc non, j'ai pas spécialement regretté ça. Ce que j'ai peut-être regretté, c'est que, en fait, on avait 3 cultures. Il y avait une culture du bureau de Paris, une culture du bureau de New York, une culture du bureau de Londres, qui était assez différentes. Et moi, j'étais un peu le seul à tourner entre les 3 et à me rendre compte de ça. A posteriori, j'aurais aimé essayer de créer une culture unifiée. Et Tu pensais? en même temps, c'est très dur la culture. Tu sais, il y a une citation qui dit Culture eats strategy for breakfast. La culture, c'est ce que les gens font quand tu regardes pas. La culture, déjà, ça doit être personnifié par les valeurs des fondateurs et fondatrices, en fait, parce que c'est un peu lead by example. Donc, en fait, donc la vraie question à te poser, c'est OK, déjà, c'est quoi ma culture? Quelles sont les valeurs importantes pour moi? À l'époque, on avait assez peu, je trouve, codifié cette culture. Dit, voilà nos valeurs, voilà des exemples de ces valeurs, voilà des histoires qui sont passées dans la boîte qui exemplifient ces valeurs. Voilà la personne qui a le mieux respecté cette valeur ce mois-ci, tu vois, en town hall avec tout le monde. Il y a des moyens, je pense, de faire vivre la culture. Aujourd'hui, on le fait beaucoup plus dans ma boîte actuelle. Et en fait, dès le premier jour de Formality, on a écrit sur le papier la mission et les valeurs qu'on voulait pour l'entreprise. Et en fait, quand on fait nos entretiens, quand tu passes dans la dernière phase des entretiens, donc tu vas avoir le test, bien sûr, tu vas avoir toute une partie pour comprendre les volontés de la personne. Et tu as toute une partie de test sur les valeurs, pour comprendre si les valeurs sont bien alignées. Et non, mais super super intéressant et si on revient un petit peu sur la croissance finalement de TVTY, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les grands milestones un peu de chiffre d'affaires et où est-ce que vous en étiez? Et à quel moment est-ce que vous avez commencé à penser à finalement à céder ou à penser à l'exit de la société qui est arrivé en 2021? On y reparlera juste après. Oui. Mais comment s'est passé un petit peu tout le cheminement qui a mené à la décision finalement de se dire: «C'est peut-être le bon moment, voilà, on pense qu'il y a une belle opération à faire»? Alors en fait, donc déjà aux États-Unis, on a vu qu'on commençait à avoir un chiffre d'affaires qui croissait bien, un account management qui marchait bien avec des clients, je pense à Nestlé par exemple, on les avait signés à 20 K et 3 ans plus tard, ils étaient à 500 K par an. Tu vois, tu avais des vrais success stories comme ça, et donc assez vite les US, c'est 50 40-50 du revenu de l'entreprise, et la grande majorité de la profitabilité en fait. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on se rend compte qu'il nous manque une brique
si on veut pouvoir vendre à terme l'entreprise. Donc je pense qu'on commence à réfléchir à la vente en 2018-2019 et on se rend compte qu'il faut qu'on se renforce sur la partie analyse d'impact des publicités télé. Et donc là, on se rapproche de Olimetrix, qui était un de nos clients à l'époque. Et finalement, on achète, enfin on fusionne avec Olimetrix, qui était plus petit que TVTY, pour faire un nouvel ensemble très cohérent avec à la fois l'analyse et l'activation publicitaire. À ce moment-là, on a déjà en tête qu'un de nos acheteurs possibles, c'est Nielsen. Pourquoi est-ce qu'on commence à penser à tout ça? Le premier fonds d'investissement, il est rentré en 2011, c'était avec Partech. Ensuite, on a eu en 2014 un nouveau fonds qui est rentré avec 360. En 2016, il y a eu Serena. Les fonds, ça fait un moment déjà qu'ils sont dans l'aventure, quand on commence vraiment à y réfléchir. Et il y a un moment où les fonds, ils cherchent de la liquidité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que nous, les fondateurs, on commence à être un peu fatigués de l'aventure. Tu vois, on a vécu plein de choses, on a vécu tous les pivots, etc. Et troisième point, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, on est quand même sur une niche et que cette niche, elle est limitée et qu'on va sans doute bientôt atteindre un peu le plafond de ce qu'on peut faire. On pense qu'on a très bien exécuté sur notre niche, enfin, on a fait plein d'erreurs, mais que globalement, on a très bien exécuté, mais que en y passant 5 ans de plus, on va pas forcément multiplier par 10 la valeur de l'entreprise. Donc tout ça fait qu'on pense que c'est le bon moment. Le process de vente, on le lance vraiment en début 2020, en février 2020. Prenez vraiment une banque d'affaires pour structurer le process. Oui. Est-ce que vous avez eu des signaux dans les mois ou les années précédentes qui allaient indiquer que voilà, il y avait de l'appétence pour un rachat? Alors, il y a eu quelques touches. Notamment, je me rappelle de discussions qu'on avait eues avec une boîte anglaise qui était cotée. Il y a eu quelques touches avec une boîte en Israël. Donc, on a quelques touches, oui, au fil des ans. D'ailleurs, l'erreur, je pense, qu'on fait, c'est de passer du temps dessus sans se dire, en fait, s'il y a des boîtes qui s'intéressent à nous, lançons un vrai process. Et donc, on passe du temps dessus, ça ne va pas au bout pour différentes raisons. Mais par contre, en 2020, on se dit: «Là, on pense qu'on est prêt». La boîte est à l'équilibre. On a quelque chose de bien structuré, moitié du revenu en Europe, moitié aux États-Unis, bien réparti entre activation publicitaire et mesure. On a quelque chose qui est achetable, en fait. Et donc là, on est en 2021 et donc c'est l'année où il y a l'acquisition de TVTY par Nielsen. Comment se passent les dernières étapes de la négociation? Parce que tu me disais avant qu'on démarre qu'ils n'étaient pas les seuls à faire une proposition d'achat. Oui. Comment se porte votre choix sur Nielsen? Voilà, et comment ça se passe la discussion avec les autres potentiels acheteurs? Et quel est toi ton état d'esprit un peu psychologique sur un moment qui est à la fois très excitant et très difficile aussi? Alors, si je rembobine juste d'un an, donc un an plus tôt, en février, on décide de lancer le process. Je me rappelle, février 2020. Mi-février 2020, je suis dans un avion pour aller rencontrer un acheteur potentiel à New York. Je vois une personne avec un masque dans l'avion. Je me dis: «Oh là là, ils exagèrent», etc. 3 semaines plus tard, lockdown, Covid, et on rentre dans l'épisode qu'on a connu. Paradoxalement, le Covid nous rend rentables. En fait, on continue à faire croître le revenu pendant l'année 2020. Et vu qu'on ferme tous nos bureaux, on a moins de coûts. Et en plus, le revenu augmente parce que les gens sont plus chez eux, regardent plus la télé. Donc, si tu veux, il y a une espèce d'alignement avec le Covid qui fait que fin d'année 2020, on clôture l'année avec 10 millions à peu près de revenus et 1 million d'EBITDA. Donc là, on est passé de quelque chose qui était vendable à quelque chose qui commence à être quand même chouette et avec une belle croissance. Donc là, on relance les discussions qui avaient été complètement à l'arrêt pendant le Covid. On a dans ces discussions 4 term sheets, dont Nielsen. Et ce qui s'est passé, c'est que la première term sheet qu'on a acceptée, ça n'était pas celle de Nielsen. C'était une autre entreprise qui avait fait une offre beaucoup plus élevée, américaine. 3 des term sheets sont américaines, une est française. Et donc, on a si tu veux, vu qu'on avait plusieurs sociétés intéressées, en fait, les enchères ont un peu monté au fil des discussions, jusqu'à ce que cette entreprise nous envoie une term sheet en disant: «Voilà le prix que je vous fais. Par contre, vous avez 24 heures pour accepter». Donc là, branle-bas de combat. Le prix était acceptable, voire plus pour tout le monde. Donc on se dit: «OK, on prend le deal et on y va». Là, on part dans le processus de due diligence, suite à l'acceptation de la term sheet et là, ça se passe mal. Et ça se passe mal essentiellement parce que pas du tout aligné sur les valeurs. On a en face de nous des gens qui sont très durs,
pas sympas, qui voilà. Donc globalement, ça s'arrête assez vite. Le moment où ça s'arrête, moi, je rappelle Nielsen et je leur dis: «Écoutez, là, vous avez 3 jours pour nous faire une offre au même prix, parce que nous, on a vraiment envie de partir avec vous. Vous êtes au top de notre liste. Par contre, si vous vous positionnez pas très vite, bah, on retourne voir tous les autres qui étaient intéressés». Et là, surprise, ils ont réussi à s'aligner, à faire l'offre, dans les temps et donc là, on est parti avec Nielsen et on est allé au bout du processus. Et est-ce que tu peux donner les grandes différences? Alors, tu as eu effectivement une term sheet française, des grandes différences peut-être dans les étapes de négo ou dans la manière de voir le dossier, ce qui était valorisé par les uns les autres? Est-ce que sans ton business aux États-Unis, est-ce que tu aurais reçu des term sheets US ou est-ce que c'était extrêmement valorisé par les acteurs américains? Est-ce que ça t'a permis d'être mieux valorisé par les Américains que d'autres? Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que tu peux rentrer dans les détails, mais ce serait intéressant, je pense, de pouvoir comparer l'approche au niveau de l'acte d'achat par des acteurs plutôt européens versus plutôt américains. Sur les acteurs américains, il y avait, un sujet de vision et d'ambition, qui était beaucoup plus fort. On parlait beaucoup plus du futur que du présent. En France, les différents acteurs avec qui on a parlé, c'était beaucoup plus basé sur factuellement, aujourd'hui, où est-ce que ça en est? Et tu vois, si j'applique un peu un coefficient, comment ça monte? Aux États-Unis, les différentes discussions qu'on a eues, c'est comment est-ce qu'on peut en faire un truc énorme? Donc je pense qu'il y avait un sujet d'ambition et de projection dans le futur qui était plus fort et qui faisait que les valos étaient plus élevés, en fait. Parce que de fait, le multiple qui était fait sur ton présent, était plus optimiste et plus élevé, par rapport à des visions du futur beaucoup plus grosses. Notamment les acteurs américains, une des choses qu'ils prenaient dans leurs calculs, c'était leur capacité de distribution à eux sur, le territoire américain. Et donc ça, si tu veux, quand ils prenaient leur capacité de distribution, tous leurs clients en se disant: «Je prends un pourcentage qui va acheter, derrière TVTY», bah, ça donnait des gros chiffres. OK, ouais, il y avait un aspect synergie aussi évidemment qui était peut-être plus fort que En France également, mais forcément en France, c'est un plus petit marché, donc les synergies que tu calcules, sont moins élevées. et donc là, on est en 2021, en sachant que ta boîte suivante, tu la lances en 2024 et pendant entre 2 et 3 ans, donc tu as cette phase qui est toujours un peu particulière pour les entrepreneurs parce que tu as sorti ta société, mais tu restes au Oui. sein de la société qui vient de te racheter qui s'appelle, Nielsen, pendant une phase, souvent qui a un earn-out sur lequel, voilà, tu es engagé à faire une transition qui doit bien se passer et à t'engager ou en tout cas faire du mieux pour atteindre certains éléments de performance. C'est vrai que c'est une phase qu'on mentionne pas souvent ou qu'en tout cas que les entrepreneurs mentionnent pas souvent. Comment ça se passe pour toi cette phase-là, avant que tu lances, ta prochaine boîte? Dur, D'accord. ouais, très dur. Il y a l'enthousiasme, tu vois? On va au bout du process, on signe, en juin, 2021. Je me rappelle que, la veille, de la signature, Nielsen m'appelle en me disant: «Bon, bah, en fait, là, vous aurez plus le mandat social, donc il vous faut un contrat de travail français». Je fais: «OK, vous avez le contrat de travail?» Ils me disent: «Ah non, bah, écris-le». Donc j'écris mon propre contrat de travail la veille de la signature. Donc je deviens salarié, le lendemain, donc le 2 juin, tu vois? Le 1er juin, je suis voilà, donc le 2 juin, je suis salarié. Alors, je pense qu'il y a eu, il y a un truc assez classique quand tu vends ta boîte, c'est que là, il y a une petite période de deuil, en fait. Et même si tout le monde te le dit, bah, tu le vis. Donc moi, j'ai 3 mois où je me dis: «Bon, bah, c'est plus ma boîte». Je peux plus me définir. Bien sûr, je suis toujours CEO sur le papier et cetera, mais ça devient moins une partie de ma définition, de mon être, de mon intime presque. Donc tu as cette période un peu de deuil. Mais derrière ça, moi je me projette en me disant: «Bon, regardons, ce qu'on peut faire dans le groupe et les projets entrepreneuriaux, qu'on peut faire au sein, de Nielsen». Nielsen, pour info, c'est à cette époque, c'est une boîte qui est cotée en bourse au NYSE à New York. C'est une boîte qui fait 3,5 milliards de revenus, 1,2 milliard de profitabilité. Donc c'est une très belle entreprise, 16 000, 17 000 employés. Et en fait, on se rend compte avec mon associé qu'il y a un business chez Nielsen, qu'on pourrait complètement révolutionner avec notre technologie. Et c'est un business qui doit faire peut-être 200 millions de chiffre d'affaires, au global. Et on se dit: «Bon, bah, on fait tout un plan en se disant on pourrait le faire passer à 400 millions». Donc je me rappelle, j'avais fait une presse, «Awakening the Sleeping Giant». Et donc j'arrive et je commence à présenter cette vision qui est très entrepreneuriale. Et en fait, là, je comprends qu'en fait, c'est pas du tout, l'enjeu, quoi. L'enjeu pour une boîte comme ça, c'est de faire, 2-3% de croissance par an, tu veux, avec des fondamentaux solides. C'est pas de prendre des paris, importants et puis de donner à 2 Français, un peu fous, les clés d'un business de 200 millions, et de leur dire: «OK, dans 5 ans, vous faites 400». Donc là, je me rends compte que ça va être dur d'avoir des projets, en fait, excitants en interne.
interne. Je me rends compte aussi que petit à petit, toutes les équipes que moi je manageais passent dans d'autres équipes, tu vois. Enfin, petit à petit se consolident avec les équipes qui existaient, les autres managers, etc. Et donc, en fait, je me retrouve un petit peu seul, quoi. J'ai plus vraiment de décision, j'ai plus vraiment d'équipe, j'ai plus vraiment de projet. Donc, c'est déprimant. Moi, d'ailleurs, à cette époque-là, je me dis, vu qu'on a gagné un peu d'argent en vendant l'entreprise, je me mets à faire du business angel. Donc, je commence à investir dans des startups. Donc, je passe du temps là-dessus. Parce que vraiment, sinon, dans ma semaine, je m'embête. Et donc, quand tu passes d'une phase où tu es entrepreneur, où c'est toujours à 150%, où ça va très vite et où tu résous des problèmes un peu en permanence, à quelque chose. Alors, tous mes amis me disaient, c'est génial, là, tu es très bien payé, tu te reposes, ça, oui, ça marche un mois. Mais passer ça, tu te sens inutile, en fait. Et donc, le syndrome de l'imposteur, c'est plus un syndrome, tu es un imposteur. Donc voilà, moi, j'ai trouvé ça dur, cette période. Ça a duré Je 2 te ans. remercie pour ta transparence. Oui, je dis, et je pense que c'est assez partagé, hein, si tu en parles. Enfin, il y a beaucoup de, c'est souvent le cas. Bien sûr, c'est génial si le projet. Alors, ce qui a joué aussi, c'est que le projet de base pour lequel on a été racheté, c'était vraiment d'être un peu un labo d'innovation au sein de Nielsen et de vraiment faire bouger un petit peu la boîte qui avait 100 ans. C'était très excitant. Et le leader qui avait fait ce rachat était un vrai visionnaire. Ce leader-là, il part 3 mois après le rachat. Il devient CEO d'une autre boîte. Donc, en fait, le sponsor du projet n'est plus là. Et donc, nous, notre dossier est donné à une autre manager qui était adorable, qui était très bien. Mais en fait, elle dit, bon, je fais quoi ce truc-là? Comment ça rentre dans mes plans? Donc, déjà, le plan de base, oublié. Et donc là, on nous dit, bon, faut faire du chiffre d'affaires, mais sans nous donner vraiment les ressources qui étaient promises à la base. Et ce qui se passe derrière, c'est que Nielsen se fait racheter. Donc, Nielsen, qui était coté en bourse, se fait racheter 16 milliards de dollars par Elliott Management. C'est pas C'est moi. un bon signe. Et c'est pas moi. Mais Elliott Management rachète Nielsen. Et puis là, Playbook Private Equity. Donc, on coupe tout ce qui fait moins de X rentabilité, etc. Donc là, on rentre dans une phase qui est une phase pas d'investissement, quoi, à ce moment-là. Et donc là, ça va jusqu'à cette phase-là, dure quand même quasiment 3 ans. J'imagine qu'au début, voilà, Je fais 2 et ans chez Nielsen. Ouais. 2 ans chez Nielsen. Et donc, on peut se dire que ça te donne du temps. Est-ce que c'est vrai de dire que ça te donne du temps à réfléchir à la suite? Ou est-ce qu'en fait, tu es dans une phase où tu es un peu en une phase de deuil, et cetera? Est-ce que tu peux considérer que c'est quand même une phase de réflexion sur la prochaine étape? Bien sûr que c'est une phase de réflexion, et c'est vrai que sur la fin de l'aventure, on commence à se poser la question. Pierre et moi, on est sûr qu'on a envie de remonter une boîte ensemble. On est hyper complémentaires, on s'entend très bien, et puis on se dit aussi qu'on a fait quelque chose de top, et on est très fiers de ce qu'on a fait avec TVTY. Mais on veut faire quelque chose de beaucoup plus grand. En fait, on se dit qu'on doit au monde quelque chose de plus grand, avec plus d'impact, et que c'est presque une mission. Donc, on sait qu'on veut remonter une entreprise. On veut aussi associer Paul, qui était notre directeur technique chez TVTY, et on veut qu'il devienne associé en cofondateur. On a Amélie également, Amélie Faure, qui est notre mentor depuis 2011, qui était dans notre board, et on veut qu'elle accompagne ce projet au moins en mode non opérationnel, mais en mode mentor. Et donc, voilà, donc l'équipe un peu fondatrice se met en place. Et puis, il y a quelques ingénieurs, quelques personnes de l'équipe de TVTY qu'on embarque, qu'on a envie d'embarquer assez vite aussi en tant que salarié. Et donc ton nouveau projet s'appelle Formality. Est-ce que tu peux nous en dire 2-3 mots sur cette fois une société qui est basée sur un constat personnel de ce qui t'est arrivé pendant toutes ces années chez TVTY, j'imagine? Parce que ça Oui. répond à un vrai problème que toi, tu as vécu. En fait, donc quand on a vendu TVTY en 2021, le process de data room, j'en ai pas parlé, mais la data room et la due diligence, ça a été un peu l'enfer. On a passé 3 semaines de nuit blanche à reconstituer, à réunir tous les documents, à répondre à toutes les questions. Voilà, pour tous ceux qui sont passés par là, je pense qu'ils connaissent. Alors même qu'on était bien organisé, hein, on pensait être parfaitement organisé, mais on s'est dit à ce moment-là, c'est absurde ce temps que l'être humain passe. Et on a cette vision un peu de se dire, une entreprise devrait être toujours data room ready. On devrait pouvoir toujours appuyer sur un bouton et sortir un peu notre data room, d'ailleurs tous les documents juridiques, les contrats, etc. Nickel. Donc on part un peu avec cette idée qu'on commence à explorer, et en travaillant avec des premiers design partners, on affine notre vision. On se rend compte que une boîte data room ready, en fait, c'est plusieurs modules à créer, et on décide de se concentrer sur les contrats. Donc, sur Formality, on monte d'abord une solution de Legal Tech. C'est une IA juridique spécialisée sur les contrats.
Et assez vite, on se spécialise sur les contrats immobiliers. Parce qu'en fait, on explore différentes industries et on se rend compte que dans l'immobilier, les contrats, c'est très long. Il y a énormément de contrats. Tu as tous les baux immobiliers, tu as les mandats, là, je te parle de l'immobilier de sociétés qui ont des gros portefeuilles immobiliers, qui gèrent, des centres commerciaux, des immeubles de bureaux et cetera. Et donc tu sais plus qu'est-ce qui expire quand, et cetera. Exactement, et les contrats sont non standards, ils sont tous négociés. Donc c'est un très, très bon cas d'usage aussi pour l'intelligence artificielle. On fait gagner énormément de temps en productivité aux équipes juridiques, bien sûr, mais aussi aux équipes d'asset management, de property management, et cetera dans ces entreprises. Et en fait, il y a une valeur stratégique parce qu'en faisant ça, on leur permet d'être data room ready. Et en fait, dans l'immobilier, tu passes ton temps à acheter des immeubles, à vendre des immeubles. Donc la data room, c'est pas un truc que tu fais tous les 5 ans, c'est quelque chose qui est toutes les semaines, tous les mois, pour certains acteurs. Donc aujourd'hui, la vision de Formality, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle de l'asset intelligence. Donc l'asset, c'est l'asset immobilier, c'est un immeuble de bureau, c'est une boutique, etc. Et donc l'asset intelligence, c'est de construire tous les modules IA qui vont autour pour que toute la partie juridique, documentaire, etc. soit automatisée. Donc tu as le contrat, dont j'ai parlé, c'est le premier produit qu'on a lancé. On a déjà des clients et des milliers de contrats là-dessus. Ensuite, tu as les entités juridiques. Donc, en fait, chaque fois que tu crées des projets, tu peux créer des entités juridiques et ça devient très dur à suivre. Donc, tout le suivi des entités juridiques, faire les PV automatiquement avec l'IA, etc. Tu as la partie litige. Donc, j'ai mon locataire qui ne paye pas. La boîte est en redressement. Faut que je suive tout ça. Ça, c'est des processus qui peuvent être très longs. Donc ça, on l'a mis en place aussi. Et enfin, la data room, la due diligence automatisée. Et ça pour l'immobilier. Donc on est sur une verticale. On fait de l'IA verticale pour l'immobilier. Super. Question, tu te doutes que je vais te poser. Est-ce que tu envisages, d'aller aux États-Unis plus rapidement qu'avec TFTY cette fois-ci? Oui, bien sûr. On apprend de nos erreurs et de nos expériences passées. Donc là, pour l'instant, on n'est qu'en France. Donc si tu veux, sur Formality, on a créé l'entreprise il y a 2 ans. On a vraiment lancé notre premier produit, il y a 6-9 mois. On a levé des fonds, on a fait une, levée de 8 millions d'euros, pour, financer ça. On est 22 personnes aujourd'hui, dont 18 personnes à la tech au produit. Donc c'est vraiment une boîte tech et on a commencé à signer des clients, voilà, cette année. On a commencé à travailler, avec des clients. Aujourd'hui, on a une vingtaine, de clients et là, ça accélère beaucoup. Donc notre but, c'est d'avoir un socle solide en France et un premier product market fit. Et ça, je pense que d'ici la fin de l'année, début d'année, on aura nos marqueurs, au vert pour lancer les États-Unis. Donc l'objectif, c'est de lancer les États-Unis en premier pays après la France et de lancer les États-Unis dès l'an prochain. Et être repeat founder, au final, ça change quoi? Bon, évidemment, c'est plus facile de lever des fonds, hein, parce que là, tu as réussi à lever quand même un montant, bien supérieur à ce que tu avais levé précédemment, quasiment pré-produit ou en tout cas, Oui. au lancement du produit, grâce à vos succès précédents. Mais est-ce que tu considères que, voilà, il y a quand même toujours besoin d'un alignement de planètes colossal voilà, pour bien réussir un projet aussi ambitieux ou finalement est-ce que, voilà, tu repars sur des bases quand même beaucoup plus solides et ça t'évitera, toutes ces erreurs-là que Être repeat founder, ça aide énormément quand tu lèves. De toute façon, tu sais que quand tu lèves en early stage, en gros, ce qui compte, c'est l'équipe avant tout. Et puis le marché, est-ce que c'est un gros marché déjà ou un marché potentiellement, gros dans le futur? Mais en vrai, la seule chose qui compte, c'est l'équipe. Parce que si le marché va pas, l'équipe, elle s'en rendra compte, elle pivotera. Donc quand tu es repeat founder, forcément, tu as un track record, tu as une expérience passée, qui fait que tu inspires, plus, confiance. Les fonds avec qui on a levé, c'est les mêmes fonds avec qui on travaillait avant. Donc en fait, ça aussi. Et d'ailleurs, je dirais, on parle de fonds, on parle tout le temps de fonds, de VC, et cetera. Mais c'est des personnes, hein, en fait. Et c'est hyper important la confiance qui se crée, quand on travaille, pendant des années avec un partenaire, d'un fonds, qu'on a, vécu des moments, difficiles, des moments, plus faciles, qu'il y a eu de la croissance, de la décroissance, le recrutement, le fait de devoir faire baisser les effectifs, la vente de la boîte. Il y a une aventure commune, il y a une, voilà, donc plus que de la confiance, il y a une forme d'amitié, il y a une proximité qui se crée,
réellement. Donc je pense que ça a facilité aussi, les choses. Et puis, après, c'est pas juste le fait qu'on soit repeat founder, c'est le fait qu'en fait, le projet, il a une ambition, très grande, en fait. Le but, c'est de faire un vrai champion, de faire un champion mondial. Et puis, le fait qu'on ait déjà l'expérience des US et d'avoir déjà eu un succès à notre échelle aux États-Unis, ça aussi, c'est rassurant, de se dire, bah, en fait, il y a certains codes, qu'on a. Il y a pas vraiment de playbook. Moi, je pense qu'il faut faire attention parce que, parfois les VC insistent beaucoup sur les playbooks et se disent: «Tiens, je vais adapter des recettes que j'ai vues fonctionner, chez telle entreprise à telle autre». C'est pas toujours vrai. Parfois ça fonctionne, mais c'est pas toujours vrai. Chaque boîte est unique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans notre marché, les États-Unis, c'est le plus gros marché et que si on arrive à craquer le marché américain, on aura un champion mondial. Notre technologie aujourd'hui, il y a pas d'équivalent aux États-Unis. Donc il faut qu'on y aille vite et qu'on craque, ce marché-là. Bah, en tout cas, on te souhaite, beaucoup de succès pour Formality et pour la suite sur une aventure qui a l'air de très bien démarrer. Et peut-être un mot de la fin. Est-ce que tu as voilà, si tu avais 1 ou 2 conseils, ou en tout cas ce que tu retiens de ce qu'il faut pour aller aux États-Unis, le plus rapidement possible, ou en tout cas ce que tu dois avoir pour aller aux US le plus rapidement possible? Bah, je pense qu'en fait, tu as un peu de solutions. Soit tu lances, tout de suite, en fait, tu crées ta boîte avec tout de suite un marché américain et sur plein de business, tu peux le faire depuis la France. Donc ça, il faut pas être, voilà, timide, là-dessus. Donc soit tu fais ça, soit dès que tu as un product market fit, dès que tu as un product market fit que tu estimes suffisamment solide sur la France, moi, je lancerai les États-Unis tout de suite pour la plupart des entreprises, logicielles, hein. Ça s'applique pas à tout le monde, mais dans le software, je pense qu'il faut y aller le plus vite possible. Donc pas besoin d'avoir levé série A de 10 millions pour y aller. Je ne pense pas. Parce qu'en fait, l'argent que tu lèves, c'est un moyen d'accélérer, mais fonctionner sous contrainte, c'est aussi, ce qui te permet d'être créatif. Donc, bien sûr qu'il faut que tu y ailles et que tu puisses te loger, que tu puisses avoir un bureau et cetera. Mais une fois que tu te dis: «OK, j'ai le minimum, pour vivre décemment et pouvoir me concentrer sur mon travail», ça suffit. Donc moi, s'il faut donner un chiffre, je pense que, 1 000 000, 1,5 million pour se lancer année 1, ça te permet déjà de faire des belles choses et je pense qu'en 1 an, alors, tu auras, normalement au bout de 6 mois, 1 an, tu dois avoir les convictions et les choix, si tu veux, à mettre en place pour que ça réussisse. Il y a un point qui est important, je pense un conseil que je donnerais là-dessus, c'est le gut feeling. Moi, un truc que je regrette dans ma boîte d'avant, c'est que j'écoutais pas assez mon gut feeling, donc mes intuitions. Aujourd'hui, je le fais beaucoup plus parce qu'en fait, l'intuition, c'est pas quelque chose de magique, c'est du rationnel et c'est de l'expérience, compressée, en fait et c'est des circuits neuronaux que tu as créés. Tu sauras pas forcément les Il y expliquer. en a même qui disent que c'est une boule de cristal pour le futur, ou en tout cas que scientifiquement, il y a des Oui, mais éléments qui complètement. Parce que, en fait, ça se base sur tes expériences passées. C'est un excellent prédicteur du futur. Donc écoute, moi, ce que je dirais, c'est il faut y aller vite, bien écouter son gut feeling, l'importance du focus, j'en ai parlé. Je pense qu'il faut être simple, il faut être super simple. Donc, on arrête de parler des 1000 features et cetera. On se concentre sur les 2 ou 3 features, qui sont, hyper fortes. L'importance du storytelling, du visuel, le côté cinématique, c'est le pays d'Hollywood. Il faut que ma démo, elle envoie, quoi. Il faut qu'il y ait des vrais moments, waouh et ça, il faut s'en rendre compte et voilà et après, bah, au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, le produit n'est pas adapté, je rentre en France et je continue mon business en France. Le jeu en vaut la chandelle. Bah, écoute, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à Elliot, c'était vraiment passionnant. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses et j'espère que ceux qui nous écoutent, aussi. C'est un grand merci d'avoir écouté Scale to America aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour d'autres épisodes passionnants sur les entrepreneurs qui vont, s'étendre aux États-Unis.